bonjour à tous. Je vais vous présenter donc tout d'abord ce qu'est l'Observatoire des publics les plus éloignés de l'emploi en Occitanie avec les travaux qui y sont menés. Dans une deuxième partie, je présenterai les résultats de 2 études sur une thématique qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc, tout d'abord sur les jeunes demandeurs d'emploi et puis ensuite sur les NEET et les décrocheurs. Alors, c'était 2 publics à la base dans l'Observatoire qu'on a décidé de fusionner en 2023, puisqu'on est sur des typologies qui sont quand même assez proches. Alors, l'Observatoire, donc, il a été créé dans le cadre du PIC, du Pacte régional d'investissement dans les compétences, avec pour objectif de repérer, identifier et qualifier les publics les plus éloignés de l'emploi. Donc, il y a une liste d'une dizaine de publics qui a été établie en 2020-2021, sur lesquels on a réalisé des études. Donc, vous voyez les NEET et les décrocheurs qui ont été fusionnés là dans l'étude 2023, alors apparaître prochainement en janvier 2024. Les mineurs non accompagnés, les personnes sous main de justice, les habitants des QPV, les demandeurs d'asile, les allocataires du RSA, les demandeurs d'emploi de longue durée, les jeunes demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap et les personnes en situation d'illettrisme. Alors, ce dernier public, c'est un cas un peu particulier. Il a fait l'objet d'une enquête régionale en 2023. Une étude spécifique sera faite sur ce public en 2024. Alors, dans cet observatoire, donc, des travaux qui portent sur tous ces publics, une première série d'études qui a été réalisée courant 2021, sous un format harmonisé, avec une première partie des définitions, une deuxième partie qui donne des informations sur les caractéristiques des publics concernés, des focus sur des thématiques transverses lorsque c'était possible, notamment sur le handicap, les QPV, un point sur l'accès à la formation du public et puis une dernière partie un peu prospective, on peut dire, sur les tendances à l'œuvre par rapport à ce public. Donc la première série d'études a été publiée en 2021. Il y a une actualisation en 2022 avec des focus sur la formation notamment. Et en 2023, une troisième série d'études sous des formats divers. Alors, pour certains publics, des formats un peu courts, style infographie, puis pour d'autres, des actualisations sous le même format que les années précédentes. Concernant les 2 études qui nous intéressent, donc la première, on est sur les jeunes demandeurs d'emploi, donc sur l'étude qui a été réalisée en 2023. Quelques résultats qu'on peut retrouver dans ces études. Donc, les demandeurs d'emploi jeunes, donc on est sur les moins de 26 ans inscrits à Pôle emploi. On est sur 84 000 personnes recensées fin 2022 en Occitanie. C'est une légère baisse sur un an. Ça représente 15% environ de l'ensemble des demandeurs d'emploi en fin de mois. C'est une proportion similaire à celle qu'on observe au niveau national. Et on est sur globalement une baisse dans la majorité des départements en 2022, à l'exception de 4 départements, l'Ariège, le Lot, les Pyrénées-Orientales et le Tarn. Sinon, on est sur une baisse du nombre de jeunes demandeurs d'emploi. En termes de volume, sans surprise, ces jeunes demandeurs d'emploi, ils sont concentrés dans les départements les plus peuplés, donc la Haute-Garonne, l'Hérault, le Gard et les Pyrénées-Orientales, puisque c'est là où on trouve les métropoles et les plus grandes villes. En termes de proportion, la situation est un petit peu différente, puisque la part des JDE, des jeunes demandeurs d'emploi dans les départements, varie entre 13 et 16%, donc il n'y a pas non plus un écart très important entre les différents départements, mais on voit que sur la carte, les départements les plus foncés, donc la Lozère, le Tarn, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne, on est sur une proportion de jeunes demandeurs d'emploi relativement importante. Ce n'est pas le cas pour le Lot, le Gers ou l'Ariège, par exemple. Donc voilà, pour des éléments un peu plus conjoncturels, donc là on était sur fin 2022. En 2023, on a assisté à une légère progression du nombre de jeunes demandeurs d'emploi dans la majorité des départements d'Occitanie. Ça a été le cas également au niveau national. Concernant les caractéristiques de ces jeunes demandeurs d'emploi, vous voyez sur le graphique de droite, on a une légère surreprésentation des hommes, puisqu'on est à un peu plus de 50% d'hommes, alors que pour l'ensemble des demandeurs d'emploi, on est un peu moins de 50%.
Sur la question de la durée, depuis combien de temps les personnes sont à la recherche d'un emploi, il y a une très grosse différence puisque seulement 20% des jeunes sont à la recherche d'un emploi depuis 1 an ou plus. C'est 45% si on regarde l'ensemble des demandeurs d'emploi. Donc voilà, on est plutôt sur des jeunes qui sont inscrits à Pôle emploi depuis assez peu de temps. Par rapport à la situation vis-à-vis du diplôme, là aussi, on remarque une surreprésentation des JDE dans les diplômés du bac. C'est 37% contre 24% pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Pour toutes les autres catégories, on est plutôt sur une sous-représentation. Voilà, des jeunes demandeurs d'emploi qui sont plutôt des hommes, avec un niveau bac, et qui sont à la recherche d'un emploi depuis relativement peu de temps, moins d'un an. Ces résultats, donc, au niveau région, on les retrouve globalement dans tous les départements. Il n'y a pas de grosse spécificité territoriale. On a une proportion de femmes un peu plus élevée en Haute-Garonne et en Lozère. Et sur la part des demandeurs d'emploi de longue durée, voilà, on est sur une part un peu plus importante dans le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Et à l'opposé, elle est un peu plus faible dans le Gers, la Haute-Garonne et la Lozère. Concernant les métiers recherchés, donc là aussi des particularités pour ce qui concerne les jeunes demandeurs d'emploi, puisqu'on est sur 37% d'entre eux qui recherchent un emploi dans les domaines du commerce ou de l'hôtellerie-restauration. On peut voir que c'est 12 points de plus que pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Vous voyez sur le graphique de droite, on n'est pas tout à fait sur le même classement des domaines professionnels les plus recherchés. Dans le détail, on a les métiers les plus recherchés qui sont la mise en rayon libre-service et la vente en habillement et accessoires. On retrouve dans le top 3 dans la totalité des départements d'Occitanie. On a ensuite 2 métiers qui apparaissent régulièrement, donc magasinage et préparation de commandes et l'assistance auprès d'enfants, qui sont régulièrement dans le top 3 des départements. Et puis des métiers plus spécifiques qui sont recherchés dans certains départements, sans surprise, enfin, ça correspond un peu à la structure des entreprises et de l'activité de ces départements. On a les services en restauration qui sont plutôt recherchés dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude, le personnel polyvalent des services hospitaliers en Lozère et l'aide agricole de production fruitière et viticole qui ressort dans le Tarn-et-Garonne. Si on regarde un petit peu quelles formations ont été suivies par ces jeunes demandeurs d'emploi en 2022, alors globalement, on a comptabilisé un peu plus de 30 000 entrées en formation pour ce public, en progression de 1,5% sur un an. Ça représente 22% des entrées en formation de l'ensemble des demandeurs d'emploi. Et on est globalement plutôt sur des formations qualifiantes pour les formations financées par la région et le CPF, et professionnalisantes pour les formations financées par Pôle emploi. Vous pouvez voir sur le graphique de droite l'évolution de la structure des financements de ces formations, en quelque sorte, puisque on voit voilà, des mouvements assez importants. La part des formations financées par Pôle emploi qui reste autour de 30% depuis 2020. Dans le même temps, on a la part des formations financées par la région qui reste majoritaire, mais qui diminue. Voilà, c'était 56% du total en 2020. Alors attention, 2020, année particulière, mais voilà, on a quand même mis les chiffres. Il y a quand même une baisse, puisque ça a été confirmé en 2021-2022. Donc, on est passé de 56% à 39% des formations financées par la région. Et le boom du CPF est passé de 10 à près de 28% sur la même période. Alors, les jeunes, on est à 28% de formations financées par le CPF. C'est plus de 40% pour l'ensemble des publics, ce qui est assez logique, puisqu'on est sur un public qui n'a pas forcément encore bien rempli son CPF. Donc voilà. Le deuxième public, donc c'est le regroupement d'ENIT et des décrocheurs depuis 2023. Alors, l'ENIT, ce sont les jeunes qui sont, donc les moins de 30 ans, les 15 à 29 ans, qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement, qui sont en situation de chômage ou d'inactivité. Voilà, la définition, elle est connue. Les chiffres qui sont présentés ici sont issus de recensement de la population. C'est pas forcément la meilleure base de données pour mesurer
les NIT, mais c'est la seule qui nous permet d'aller à un niveau de détail territorial aussi fin. Voilà, de toute façon, enfin, ça correspond aux travaux qui peuvent être faits par d'autres organismes ou instituts au niveau de l'État. Donc c'est pour ça que les chiffres vont peut-être vous paraître un peu élevés par rapport à ce sur quoi peut communiquer l'INSEE, notamment au niveau national. Dans tous les cas, ce qui ressort, c'est qu'en 2019, 17% des 15 à 29 ans seraient des NIT au niveau de la région Occitanie, donc on est sur une légère progression par rapport à 2013, plus 1,1%. On est sur environ 173 000 jeunes concernés, avec des disparités départementales qui, pour le coup, sont plutôt fortes. Vous pouvez voir sur la carte à droite qu'on passe du simple au double, avec pour la Lozère, l'Aveyron, le Gers et la Haute-Garonne, on est plus proche de 13% de NIT, et puis de l'autre côté, on a les Pyrénées-Orientales où on arrive à 26%, donc c'est 2 fois le niveau le plus bas observé dans les autres départements. Au niveau région, il faut savoir que la part des NIT représente 16% des 15-29 ans en France. L'Occitanie affiche le 4e taux le plus élevé de la métropole. Par rapport aux caractéristiques de ces NIT, pareil, plusieurs spécificités. On peut voir que le nombre de NIT augmente avec l'âge. Il y en a assez peu qui ont entre 15 et 19 ans. Et on est à 45% d'entre eux qui ont entre 25 et 29 ans. Là, plusieurs explications. Alors, on est sur l'arrêt progressif des études avec, du coup, ben, voilà, quelque chose qui concerne un petit peu plus les hommes. C'est pourquoi on a plus d'hommes parmi les NIT qui ont moins de 24 ans. Et puis, ça s'inverse à partir de 24 ans, on va dire. Pour les 25-29 ans, on est sur une majorité de femmes. Là, l'une des hypothèses, c'est les choix de vie avec la maternité, la garde d'enfants, et donc des personnes qui se mettent en dehors du marché du travail, hein, pour faire, voilà, pour s'occuper des enfants. Ce qui fait que globalement, on est sur une légère surreprésentation de femmes parmi les NIT, avec un déséquilibre qui s'inverse par âge. Concernant la composition du foyer, on est sur 43% des NIT qui vivent encore chez leurs parents, c'est 46% chez l'ensemble des 15 à 29 ans. Et pareil, la particularité, c'est que chez l'ensemble des 15 à 29 ans, on est plutôt sur une proportion qui décroît avec l'âge. Hein. Chez les 15-19 ans, la très grosse majorité vivent chez leurs parents, et puis c'est quelque chose qui diminue régulièrement jusqu'à 29 ans. Chez les NIT, on a un pic qui atteint pour la tranche des 20-24 ans. Et après 24 ans, ça rebaisse. Une des hypothèses, ça pourrait être bien l'accès peut-être à certaines prestations sociales qui permettent une certaine émancipation vis-à-vis du foyer parental, et donc des jeunes qui pourraient quitter ce foyer alors qu'ils sont dans une situation de NIT. Globalement, on a 23% des NIT qui sont parents, contre 10% pour les 15-29 ans. Concernant le niveau de diplôme, 32% des NIT n'ont aucun diplôme. Globalement, on a une surreprésentation des NIT parmi les diplômés d'un CAP-BEP, une sous-représentation parmi les diplômés d'études supérieures. Si on regarde la situation des NIT par rapport à l'emploi, donc on a 67%, les 2 tiers, qui déclarent rechercher un emploi activement, avec un point haut dans le Lot et l'Ariège, plus de 70%, et un point bas dans les Pyrénées-Orientales et la Lozère, où on est à peine à plus de 60%. Globalement, les NIT qui ne recherchent pas d'emploi, on les a appelés ici les NIT découragés, et vous avez la carte sur la droite qui montre un petit peu où ils se trouvent et la proportion parmi les NIT dans les départements. Ce qu'on peut voir, c'est que on a une proportion de NIT découragés qui est très importante dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude. Là, c'est cohérent avec ce qu'on a pu voir tout à l'heure, hein, avec une part importante de NIT dans ces départements. Il y a la Lozère qui fait un peu figure d'exception, puisqu'il y avait assez peu de NIT, mais ils sont plutôt découragés. Et l'Ariège, qui est dans le cas un peu inverse, où il y avait une proportion importante de NIT, qui, pour le coup, sont
assez peu découragés. Voilà, donc des spécificités territoriales comme ça qui ressortent assez fortement. Et puis, on est sur globalement plus de femmes, 64% de femmes, 65% de CNI découragés qui n'ont pas le bac. Donc voilà, une population assez particulière euh, qui est dans le cas de ne pas rechercher d'emploi, donc vraiment inactif. Pour finir, un point sur les décrocheurs uniquement. Donc, les décrocheurs, en 2019, à peu près 50 000 pardon, décrocheurs identifiés en Occitanie, c'est 7,4% des 15 à 24 ans. On est sur une majorité d'hommes, 59%. 36% sont au chômage, 34% inactifs et 30% sont en emploi. Vous voyez sur la carte à droite les départements les plus concernés avec, encore une fois, les Pyrénées-Orientales, l'Aude et le Tarn-et-Garonne. On est sur la part des décrocheurs, les parts des décrocheurs les plus élevées, hein, autour de 12%. En Haute-Garonne, qui est de l'autre côté du spectre, hein, on est à peine à 5%, donc c'est plus de 2 fois moins. Voilà, donc des situations, encore une fois, qui sont très disparates selon les territoires. Selon les statistiques issues des plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs, en mars 2023, l'Occitanie comptait environ 18 000 décrocheurs potentiels. Euh, donc voilà, ils ne sont pas forcément tous décrocheurs, mais en tout cas, ils ont été identifiés. Il faut vérifier s'ils le sont. Donc c'est en progression de 9% sur un an. Et là encore, on voit qu'on a une majorité d'hommes. On est sur une très grosse majorité de ces jeunes qui n'ont pas de diplôme, 94%, 6% ont un CAP. Et enfin, sur ces jeunes qui sont identifiés, qui sont repérés par l'éducation nationale et l'enseignement agricole, on est sur une grosse majorité, 59%, qui proviennent de lycées professionnels. Je vous propose de passer, eh bien, à la suite. Donc nous vous proposons là de découvrir, comme je l'ai dit en introduction et Claire aussi vous l'a souligné, des actions, des projets, des initiatives innovantes, à la fois de repérage, hem et de mobilisation ou remobilisation de ces publics, donc ces publics jeunes menés en Occitanie. Donc vous le voyez aujourd'hui, beaucoup de témoins, de témoignages, riches, vous allez le voir. Donc nous avons, souhaité les organiser, plutôt en 2 temps. Donc dans un premier temps, nous allons évoquer le repérage, dont on sait qu'il est particulièrement complexe sur ces publics parce que, ben, on l'a vu, hein, juste avant, sur l'analyse et de fait, on les appelle aussi les publics invisibles et qui nécessitent de mobiliser des démarches différentes, notamment de développer des actions, pour aller vers ces publics. Alors on va commencer par vous, Florent Motte. Donc vous êtes directeur des cycles RE et vous allez très certainement dans un premier temps nous présenter très rapidement votre structure et nous présenter comment vous repérez, ces publics, notamment en proposant, des ateliers, d'accroche. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter rapidement ma structure. Donc Cycle Heureux, c'est une association de l'économie solidaire et de l'économie circulaire qui a développé en fait un parcours de formation vers des métiers autour de la mécanique vélo et de l'industrie, en partant d'une logique de refabrication de vélos. En fait, les gens qui travaillent ou se forment au sein des Cycles Heureux vont développer des compétences techniques sur ces métiers euh, parce qu'ils vont tout simplement démonter, sabler, peindre en thermolacage, souder des vélos et créer en fait des produits ensuite qu'on propose. L'idée, c'est de pouvoir accompagner des personnes qui sont à un moment donné en difficulté d'insertion professionnelle et de travailler avec eux leur définition d'un projet professionnel et de les former. Ils vont développer un CQP, un certificat de qualification professionnelle au sein des Cycles Heureux et de pouvoir avancer là-dessus. Donc, Cycles Heureux, aujourd'hui, c'est une équipe de 17 salariés avec une équipe de 5 permanents, 2 encadrants techniques formateurs, un sur la mécanique vélo, un sur la partie industrielle, une personne qui s'occupe de la définition du projet professionnel et du lien avec les entreprises et qui est psychologue de formation, une assistante administrative qui est également formatrice de FLE, parce que c'est dans l'ADN de notre structure d'accompagner les gens qui sont en apprentissage du français, et donc moi qui dirige la structure. Voilà pour une présentation très rapide de la structure. J'en viens à l'essentiel, c'est de vous présenter ce pourquoi aujourd'hui le Carrefour F nous a demandé en fait de pouvoir présenter des actions qu'on a pu mener et qu'on mène depuis maintenant plusieurs années.
Donc, je vais vous parler de chantier de préinsertion ou de chantier d'accroche, comme on a pu parler notamment en préparant cette conférence. C'est une action qui est à ce jour donc financée par la région Occitanie, la métropole, également les services de la préfecture au niveau de la politique de la ville. C'est une action qui s'adresse à des jeunes issus des quartiers politiques de la ville qui vont avoir entre 15 et 25 ans et qui sortent hors tout dispositif, qui ne sont plus du tout scolarisés et donc enclins à des problématiques très importantes. Et notamment, on est clairement en lutte avec des personnes qui vont être en lien avec du trafic de drogue, ou voilà, ce genre de thématiques, et puis une grosse précarité sociale. L'idée, c'est de voir comment on peut proposer un cadre de travail et de formation qui soit adapté à ce public-là qui peut être à des moments volatiles et de pouvoir les attirer jusqu'à nous et de redémarrer quelque chose avec eux autour de la tenue des horaires de travail ou la reprise du goût des apprentissages et d'avoir quelque chose qui soit certainement un peu différent de ce qu'on peut travailler par ailleurs. Cette action, elle est en lien très étroit avec les clubs de prévention de la métropole, qui sont un peu disséminés dans tous les quartiers politiques de la ville et qui ont pour objectif, dans ce cadre, de servir de repérage, en fait. Donc, je rentre un peu sur quelque chose d'hyper opérationnel. C'est donc un dispositif qui est court, hein, qui est d'un peu plus d'une semaine, avec un vrai objectif de production pour le jeune, qui est de produire un vélo qui sera de sa propriété à l'issue de cette semaine de formation et de travail. Et donc, ça va être l'objectif qui va suivre toute la semaine. Et pour y arriver, il va être accompagné en un pour un par un salarié des cycles heureux qui va l'aider dans ce travail de mécanique. J'insiste en un pour un parce que, en fait, pour moi, je pense que c'est assez essentiel aussi d'être dans une logique vraiment d'accompagnement, d'être présent, pas faire à la place d'eux, mais bien d'être présent et d'être soutenant pour des jeunes qui sont à un moment en réelle difficulté et de leur permettre. Ça me paraît assez essentiel et il y a tout un tas d'éléments aussi chloreux sur le démarrage qui font que le jeune se sent accueilli. Et la preuve en est qu'il n'y a pas de perdition, c'est-à-dire que les jeunes qui ont démarré finissent systématiquement. Donc je pense que ça, c'est des éléments qui sont aussi pour nous assez structurants. Durant cette semaine, on va donc regarder avec les encadrants, de voir comment le jeune a pu se comporter, vérifier si la compréhension des consignes est OK, le travail en équipe, vraiment des savoir-être assez précis et quelles compétences techniques il a développées. Et c'est à partir de ce terrain-là que ma collègue, avec l'éduc du club de prévention et l'éduc du jeune, en fait, va pouvoir travailler le champ des possibles, en fait, de voir ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, il a tout à fait le droit de ne pas aimer, et d'essayer de définir avec le jeune la suite. Cette suite, elle peut s'inscrire chez nous, à Cycle Heureux, mais elle peut aussi très bien s'inscrire, et on n'a pas la possibilité de toute façon d'accompagner toutes les personnes qu'on aura vues dans ce cadre-là, mais de pouvoir ouvrir des pistes sur des modalités concrètes. J'aurais après le loisir de pouvoir aussi, ce sur quoi on s'appuie, c'est de la formation en situation de travail. J'en suis persuadé qu'elle est hyper adaptée aussi, encore une fois, pour le public qu'on accueille. C'est-à-dire que c'est en refaisant son vélo avec le jeune qu'il va développer des compétences techniques et des savoir-être qui vont pouvoir être objectivés par l'ensemble de l'équipe. C'est les résultats, voilà, c'est vrai que c'est une action qu'on fait maintenant depuis 5 ans. C'est toujours plein, hein, cette action elle est toujours pleine. Je pense qu'elle est bien identifiée désormais dans le cadre de la métropole et elle fait sens, me semble-t-il, avec les jeunes accompagnés parce qu'elle est vraiment de terrain avec un réel objectif de production et avec un réel accompagnement technique et aussi de projets professionnels et aussi vraiment une action qu'on n'aurait pas pu mener seule et sur laquelle on s'appuie sur des structures dont j'ai parlé, donc club de prévention, SPI, PPJJ, qui vont être vraiment sur des logiques de repérage et qui connaissent en fait les dispositifs et de repérage. Et pour terminer, donc Cycle Heureux,
à développer ce parcours-là autour de ces métiers-là, mais il y a d'autres structures qui le font autour du bois ou des matériaux issus du BTP, ce genre de choses, d'être sur quelque chose qui soit opérationnel et opérant pour des personnes qui, à un moment dans leur vie, sont en décrochage. Merci Florent. Effectivement, on vous retrouve après dans la deuxième partie de ce témoignage pour aller un petit peu plus loin sur le volet AFEST et formation, situation de travail. Si vous avez la possibilité, Florent, peut-être de mettre le lien internet de votre structure dans le chat, si vous avez cette possibilité-là, s'il y a des questions là-dessus. Merci Florent. Alors, de Avec votre plaisir. côté, Magali Pontillo, vous êtes chef de projet au sein de la mission locale de l'Ouest Audois et d'ailleurs vous êtes en force aujourd'hui au sein de la mission locale de l'Ouest Audois. Mais vous développez beaucoup d'actions en lien avec les partenaires terrain dont justement Florent parlait. Ça va être un peu notre fil rouge finalement, le partenariat, pour aller vers ces publics et notamment avec un van Aller Vert qui va à la rencontre de ces jeunes qui là sont plutôt en milieu rural. Oui, absolument. Bonjour à toutes et tous déjà. Peut-être pour recontextualiser, la mission locale ouest audoise, on intervient et on a 4 sites, donc Carcassonne, Castelnaudary, Limoux, 396 communes audoises sur lesquelles on intervient. Et donc, effectivement, l'ADN de la mission locale, c'était justement, et c'est vraiment de proposer un accompagnement adapté à tous les jeunes, sans exception. Et très rapidement, que ce soit la gouvernance ou la direction de la mission locale, eh bien, c'est réinterroger sur les pratiques professionnelles et comment mieux accompagner les jeunes, et notamment ceux qui n'ont pas cette capacité de mobilité de venir dans nos structures qui sont effectivement sur plusieurs communes. Donc, l'idée est née effectivement en 2021 de proposer un van de l'Aller Vert. Et très rapidement, donc c'était ce van, il était donc à destination de tous les jeunes et il avait plusieurs objectifs. C'était d'aller à la rencontre des jeunes, d'aller également à la rencontre des acteurs de terrain et notamment également des structures institutionnelles, des partenaires associatifs sur place pour justement tisser du lien et faire l'aller-retour entre les besoins de terrain et comment après, eh bien, et donner envie aux jeunes de venir au sein de nos structures. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait une possibilité de répondre à un appel à projet d'État. Et donc, on a créé et on a mis en place un nouveau van, un deuxième van qui est venu compléter ce travail déjà initié par la mission locale, donc le Good Vibe, qui a vu le jour un petit peu après, en 2021, et qui donc a expérimenté vraiment l'Aller Vert à destination, là, spécifiquement des jeunes dits invisibles. Et donc là, effectivement, l'orientation était un petit peu différente puisque l'idée, c'était qu'à partir de cette première rencontre, d'aller vers ces jeunes finalement qui, comme l'a précisé votre collaborateur, eh bien, sont dits un peu NEET, donc ils ne sont inscrits nulle part, on ne les connaît pas. Et là, la difficulté, c'était de capter ces jeunes. Et donc, il a fallu travailler à partir de propositions novatrices et qui donnent envie à ces jeunes de venir voir. Donc, le van, bien évidemment, il fallait qu'il soit repérable. Donc, on l'a bien, on va dire, façonné pour qu'il soit visible de toutes et tous. Et puis, on s'est aussi doté de goodies. Alors, effectivement, les goodies, c'est quoi? C'est eh bien des outils, on va dire, complémentaires à l'accompagnement professionnel qu'on pouvait proposer sur place, puisque le van, finalement, c'est un bureau itinérant avec un professionnel exclusivement qui était mis sur cette action, justement par sa connaissance du territoire et de cette typologie de public spécifique. Et donc, les goodies, c'était des petits cadeaux pour capter les jeunes et à travers des kits, par exemple, hygiène, des kits santé, des passes culture, eh bien, on a réussi de capter ces jeunes et de leur proposer ensuite eh bien, tout un accompagnement et une dynamique. Mais ça a été aussi tout un travail en amont auprès des acteurs, comme je vous disais, l'épicier,
du village, ça a été aller voir toutes les secrétaires de mairie, les élus, pour leur expliquer ce dispositif, l'intérêt de justement faire un aller-retour entre leurs besoins, ce qu'ils avaient pu identifier des jeunes en errance sur le village, par exemple, et que le van puisse se déplacer et venir apporter une réponse concrète, spécifique à ces jeunes, et aussi une réponse aux acteurs de l'emploi économique aussi du village. Donc, il y a eu toute cette interaction qui a permis vraiment d'apporter une réponse concrète, en plus on va dire, de l'offre de services classique d'une mission locale, puisque effectivement, ensuite, on avait d'autres services à proposer et enclencher une dynamique et le retour justement de ces jeunes après une défiance forte des institutions de pouvoir se remettre dans une dynamique d'accompagnement dite classique. Donc, ce van, c'est 105 jeunes repérés entre 2021 et 2023, la durée de l'expérimentation. 77 hommes et 28 femmes. Ça rejoint un petit peu les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure. Effectivement, nous, une grosse partie des jeunes. Et sur ces 100% de jeunes, 67% ont été orientés ensuite sur les structures qu'on a pour un accompagnement dit classique, et ils ont pu bénéficier des dispositifs d'aide, notamment pour la réinsertion socio-professionnelle. Donc, 58% de ces jeunes avaient entre 18 et 21 ans, donc ça rejoint encore une fois les chiffres annoncés, et une spécificité, 93% de ces jeunes étaient issus des zones rurales. Donc, pour vous dire que la grosse difficulté, c'est encore une fois un des freins principaux de l'accompagnement et de l'insertion des jeunes, c'est la mobilité. Et là, dans cette nouvelle, on va dire, proposition d'aller vers, c'est pas encore une fois ne pas donner l'accès aux jeunes aux structures, mais c'est bien justement de lever un des freins et de proposer un levier, on va dire, qui va permettre une réinsertion ensuite et trouver ensemble des solutions, notamment d'accès à la mobilité. Donc, c'était ça un petit peu l'idée. En parallèle d'autres propositions, un petit peu d'actions novatrices qu'a fait donc la mission locale pour compléter justement déjà cette expérimentation. Ça a été de mettre en place justement un travail avec le SPIP et notamment la prison pour justement anticiper les jeunes qui vont être en phase de sortie et donc anticiper cette réinsertion socio-professionnelle avec des permanences à la fois au SPIP et à la fois dans l'enceinte de la prison par une professionnelle également formée pour cet accompagnement spécifique afin d'anticiper des difficultés de retour vers l'insertion. Également un travail donc avec l'ASE, donc au niveau du département de l'Aude. On a travaillé donc dans le cadre d'un appel à projet FSE, on a travaillé à la co-construction d'une proposition d'accompagnement et d'anticipation de la sortie des jeunes issus d'ASE pour éviter cette difficulté de décrochage. Et il faut savoir que ces jeunes, ils ont été accompagnés plus ou moins toute leur vie ou une grande partie de leur vie par une institution. Et à leurs 18 ans, leur envie, c'est d'être un petit peu, on va dire, libérés de cette charge, de ce poids. Et le risque, c'est que, on les retrouve quelques mois après la sortie de l'ASE dans des situations de grande précarité, voire à la rue. Et donc, le travail qu'on a pu faire avec les services, et notamment les maisons départementales et les éducateurs dédiés à l'ASE, c'est de faire le lien, d'avoir une rencontre tripartite avant la sortie du jeune pour ensuite lui proposer d'intégrer un suivi spécifique tout en douceur avec une professionnelle et ensuite intégrer l'accompagnement de la mission locale dans sa globalité. Je vous propose justement de passer au deuxième axe que l'on souhaite aborder dans le cadre de ces témoignages, qui est plutôt la mobilisation. Justement, quelles sont les bonnes pratiques, les modalités pédagogiques, les outils les plus adaptés pour mobiliser ou remobiliser ces publics jeunes. Et donc, on va laisser la parole justement à la mission locale de l'Ouest Audois
mais plutôt avec la Mohamed Megabar qui, dans un premier temps, va nous expliquer comment vous avez noué justement un partenariat fort avec les acteurs économiques du territoire. Et du coup, dans un second temps, avec Patricia Isard, qui est directrice du CFPM Formation, comment vous avez pu mettre en place des open badges en étant un tout petit peu plus rapide que prévu. Merci. Oui. Bonjour à tous et merci de me donner la parole. Donc, Mohamed Megabar, je suis chargé de projet relations entreprises et donc, effectivement, moi, je vais intervenir sur la partie relations entreprises. Nous avons, depuis quelques années maintenant, développé un réseau d'acteurs économiques en s'appuyant sur une charte qui s'appelle « Je m'engage pour la jeunesse de mon territoire », une charte qui renvoie à la notion de RSE, responsabilité sociale des entreprises. Aujourd'hui, nous avons au sein de ce réseau 155 entreprises qui ont adhéré à la démarche et qui ont signé cette charte avec, je dirais, 75% d'entreprises qui relèvent du secteur marchand, 25% secteur non marchand, puisqu'on y trouve également des collectivités territoriales, mais aussi des associations. Tous les secteurs d'activité sont bien représentés, le transport, le BTP, le commerce, la vente, le numérique. Et on y trouve également toutes les tailles. Nous avons des entreprises de grands comptes comme Enedis, Suez, Bayer, Arteris, mais également des PME et des TPE. Il y a 5 ans, lorsque nous avons mis en place cette charte était composée de 7 engagements. Nous en avons 11 aujourd'hui. C'est dire que cette charte évolue dans le temps. Et dans les derniers engagements, nous avons les entreprises, beaucoup d'entre elles acceptent d'être à nos côtés pour soutenir nos actions dans le cadre du mécénat. Le VAN dont parlait ma collègue tout à l'heure, pour information, il a été financé en grande partie par ces entreprises-là, puisqu'elles ont réalisé un don de 9 200 € pour financer une grande partie du coût d'achat du VAN. Elle verse également, en termes de soutien financier, la quote-part de la taxe d'apprentissage. C'est quand même, sur 2023, ça représente 14 000 €, 12 000 € en 2022, donc ce sont des chiffres croissants. C'est dire le niveau de relation quand vous avez une entreprise partenaire qui met la main à la poche et qui viennent nous aider financièrement, c'est dire qu'elle est satisfaite des services rendus par la mission locale pour répondre à ses besoins de recrutement, entre autres. Ensuite, elle nous ouvre très facilement les portes de l'entreprise sont ouvertes très facilement pour organiser des visites d'entreprise, pour accueillir des jeunes en PMSMP ou pour participer à des actions événementielles mises en place par la mission locale de type job dating, salon emploi. Donc, c'est vraiment ce réseau d'acteurs, on s'appuie dessus. Il est, je dirais, fondamental pour la mission locale parce que toute la plus-value qu'il représente et tout ce qu'on peut en tirer, ben ça permet d'étoffer l'offre de services de la mission locale qui est proposée par les conseillers référents aux jeunes qui sont en accompagnement. Voilà pour cette charte, donc je m'engage pour la jeunesse. Le deuxième point, sans être trop long, c'est effectivement la présentation d'un projet innovant, c'est la GINS. Alors, qu'est-ce que c'est la GINS? La GINS, c'est une maison de jeu pour l'insertion. C'est un projet innovant qui émane de la volonté de notre direction. Et nous l'avons inauguré en décembre 2023. C'est la deuxième en France et la première en Occitanie. Et l'idée, nous sommes partis sur de l'ingénierie de prétexte à partir des centres d'intérêt des jeunes, en l'occurrence le jeu vidéo, le e-sport ou les métiers de l'audiovisuel, qui représentent le centre d'intérêt principal chez les jeunes. Donc la GINS est un prétexte, c'est une accroche. C'est par le jeu vidéo qu'on attire les jeunes vers la mission locale. Et après, il y a tout un travail qui est mis en place quand ces jeunes viennent à nous par le conseil animateur qui est en charge de la gestion et de l'animation de ces espaces. Il met en place un menu emploi où il va allier jeux vidéo et parcours professionnel du jeune, en s'appuyant également sur le conseil référent du jeune. On a créé également une passerelle avec le monde de l'entreprise parce que nos entreprises partenaires étaient très intéressées par ce projet et donc on est sur des actions de type ce sont des jeunes, alors on est dans la notion des jeunes faits par des jeunes pour des jeunes et donc on constitue régulièrement des groupes des jeunes
qui réalisent des capsules vidéo en immersion totale dans les entreprises et qui vont filmer différents métiers, différents postes de travail. C'est sous forme de questions-réponses, c'est des courts-métrages et ces vidéos sont ensuite diffusées sur la chaîne Twitch qui a un grand succès auprès des jeunes. Voilà. La deuxième partie, on envisage même à partir de cette chaîne Twitch d'organiser des sessions de recrutement en direct live, avec les recruteurs et des jeunes participants. Bonjour à tous, je suis Patricia Isard, je suis la directrice du centre de formation, le CFPM Formation, et nous sommes installés sur Toulon. Donc, nous avons voulu travailler il y a 2 ans en arrière sur le développement des soft skills. Et donc, on s'est posé immédiatement la question, et ça nous est venu comme une évidence, que l'entreprise devait être au cœur du processus de développement des soft skills. Donc, nous avons mené en parallèle, on a créé un réseau d'entreprises apprenantes et on s'adosse aussi au réseau de la mission locale, puisqu'il vous avait dit que le 11e engagement est lié au soft skills. On a voulu que l'entreprise soit valideur des open badges. On s'est dit, quel est l'intérêt pour les jeunes? Les jeunes passent des diplômes éducation nationale ou des diplômes titre ministère du Travail. Ces diplômes sanctionnent des compétences techniques. Or, aujourd'hui, les entreprises sont très sensibles aux compétences comportementales, parce que le technique peut être également enseigné ou formé au sein même de l'entreprise. Sauf que les compétences comportementales, eh bien, c'est quelque chose qui est trop long et qui n'est pas dans la compétence ni dans la stratégie de l'entreprise. Mais par contre, ils ont besoin des gens investis. Donc, on s'est dit, on va travailler avec les entreprises, on va travailler sur les 6 soft skills que la région a définis au moment de 2020 sur les webinaires. Ces 6 soft skills, on a travaillé, on les a décomposés avec les entreprises pour qu'ils comprennent bien, qu'ils mettent le même terme, le même sens derrière ces soft skills. On a défini un mode de validation avec eux, c'est-à-dire avec de l'auto-évaluation quand le jeune s'en va en stage pratique, une soutenance au moment de la validation et la possibilité d'obtenir, avec des grilles d'évaluation, d'obtenir l'open badge qui va sanctionner la compétence validée. L'adaptabilité, la confiance en soi, la communication, le travail bien fait, les 6 soft skills de la région. Si vous tapez 6 soft skills de la région, vous les aurez énoncés. Ça veut dire que nous avons défini des badges, on a trouvé des logos, on a créé des logos, avec les entreprises ont participé aussi sur ces logos. L'intérêt des badges pour les jeunes, c'est qu'ils ont un badge qui est apposé, un QR code qui est apposé sur leur CV. Ça permet en fait de montrer qu'ils ont à la fois des compétences transversales et des compétences techniques s'ils ont un diplôme. Ça aide dans la présentation et surtout, comme on développe ce réseau de confiance, et c'est ça qui est important, c'est ce réseau de confiance. Les jeunes n'ont pas forcément la notoriété au sein de l'entreprise et ils ont besoin de montrer leurs compétences et de rassurer l'entreprise. Quand l'entreprise flash ce QR code, elle voit immédiatement toutes les compétences comportementales qu'il a validées et dans quelle entreprise il a validé ce soft skill. Ils peuvent contacter cette entreprise et montrer ainsi en fait ce réseau de confiance, puisqu'il y a plein d'entreprises qui peuvent cautionner cette compétence au travers des stages pratiques et ça va se rajouter sur ce QR code et cette plateforme et on va pouvoir avoir un réseau de confiance qui affirme que le jeune a cette compétence et donc aider, impulser dans le recrutement.
Merci beaucoup Patricia. Ben justement, ça nous fait un lien justement avec Florent qui va réintervenir, où vous souhaitiez abonder justement sur la nécessité d'un partenariat, voire presque d'un accompagnement des entreprises, et d'insister plutôt sur des modalités pédagogiques qui doivent être adaptées à ces publics-là. Et vous proposez d'ailleurs de la FEST, hein, des actions de formation, situation de travail. Oui, effectivement. Alors, sur un temps d'accompagnement qui est un peu plus long, hein, qui tourne plus autour de une année, on propose au cycle heureux un parcours de formation de 250 heures. Donc, la moitié du temps va être consacré à de la formation en situation de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est une reconnaissance aussi quand même dans le Code du travail de ces modalités pédagogiques qui sont plus si innovantes que ça, mais qui paraissent quand même tout à fait adaptées pour le public accompagné, qui sont vraiment que pour mon cas, c'est en refabriquant un vélo, en sablant, en peignant, en soudant, qui vont développer des compétences techniques avérées sur des métiers qui ont une réelle existence dans le monde du travail classique, et doublé de temps en salle précis sur des choses qui sont nécessaires. Donc, au cycle heureux, ça va être du français langue étrangère par une formatrice dédiée, un prof de maths avec un partenariat existant depuis le démarrage des cyclos avec le Greta. Alors, si on part sur les mathématiques, c'est clairement qu'une entrée en formation qualifiante de la région ou du Pôle emploi va se faire le plus souvent sur un test mathématique. Et si en fait on ne repart pas sur cette logique-là avec les salariés qu'on accompagne, avec le niveau, avant cela, voilà, j'avais monté aussi une autre structure et il n'y avait pas ces modalités-là. Et c'est pas que voilà, c'était sensiblement plus compliqué. De l'informatique, de la sécurité au travail et surtout aussi des techniques de recherche d'emploi, mais qui soient aussi différentes de ce qu'on peut proposer par ailleurs. On part du projet professionnel de la personne, quoi qu'il en soit, et on va essayer de l'accompagner au plus près dans l'avancée de ce projet professionnel. Voilà. Donc avec des réussites qui sont aussi tout à fait intéressantes, quoi. Cette année, on finit l'année 2023 avec 85% de personnes qui ont trouvé une solution d'emploi ou de formation qualifiante. L'an dernier, c'était 100%, avec des personnes, encore une fois, ah oui, quoi, qui sont aussi, parce que c'est tout à fait possible d'avoir des résultats aussi intéressants si on n'accompagne pas des gens qui soient réellement en difficulté. Là, pour le coup, ça va être, encore une fois, comme je le disais, des gens apprenants, des jeunes sans qualification, voilà. Donc, des gens qui ont vraiment besoin d'une structure adaptée comme la nôtre. Et une méthodologie, en fait, d'accompagnement donc qui va être vraiment présente sur la suite du parcours. On le sait, je veux dire, les ruptures de contrat, elles se font dans la première semaine, voire dans les 2 premières semaines. Et donc là, nous, on a fait en sorte on a une collègue qui a vraiment cette mission-là d'être le lien direct entre l'entreprise et le jeune pour qu'on s'assure que tout soit bien OK, tout ce qui avait été prévu au démarrage soit bien mis en place par l'entreprise. J'insiste vraiment aussi là-dessus, c'est-à-dire que je pense que, quoi, et par expérience aussi, on voit aussi des entreprises qui ne vont pas être forcément tout le temps hyper sensibles en fait sur ces questions d'accompagnement et d'accueil des jeunes en fait et de la nécessité qu'ils soient bien accueillis pour que ça se passe bien. Eh bien, nous, on fait ça à longueur de journée, d'accueillir de nouvelles personnes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir apporter notre savoir-faire sur cette question-là. Et encore une fois, on s'aperçoit que si une personne tuteur dans l'entreprise est bien identifiée, s'il y a des temps identifiés précis au bout d'une semaine, de 2 semaines, d'un mois, euh, de discussion tripartite entre le jeune, la personne de chez moi et là où le chef d'entreprise, les choses sont dites et les ruptures sont beaucoup moins importantes, voire pas présentes. Euh, donc ça, pour moi, c'est aussi un des points essentiels, au-delà effectivement de la formation technique et le passage devant un jury de professionnels dans le cadre de cycle heureux, donc et le passage d'un certificat de qualification professionnelle qui valide un contenu pédagogique, il y a vraiment aussi ce travail d'un réseau d'entreprises qui soit bien pensé avec les uns et les autres, et surtout d'une méthode qui permette de s'assurer que les missions de chacun soient bien identifiées et que le travail soit fait de notre côté, du jeune et également de l'entreprise.
Merci beaucoup Florent. Alors de votre côté, Stéphanie Sanchez, donc vous êtes directrice d'une école de la deuxième chance et donc vous développez des projets avec des supports innovants et vous souhaitiez notamment nous présenter le projet de Web TV qui d'ailleurs vous a permis également, la boucle est bouclée, de nouer justement des partenariats avec des entreprises du territoire. Oui, oui, bonjour. Stéphanie Sanchez, je dirige effectivement l'école de la deuxième chance de Montpellier-Port-Marianne depuis une douzaine d'années. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dispositif de formation qui accompagne des jeunes entre 16 et 30 ans dans leur démarche d'orientation professionnelle. Ce sont des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, qui cumulent des problématiques, mais qui sont motivés à vouloir en tout cas s'en sortir. Notre fonctionnement, il se base sur de la remise à niveau, sur de l'alternance en entreprise, sur des outils pédagogiques innovants. On peut utiliser des modules plus traditionnels, mais la plupart du temps, on utilise des projets, en fait, des projets qui vont ponctuer le parcours de chaque stagiaire et mettre plus de sens dans les apprentissages et dans leur démarche d'insertion professionnelle. Et pour ce webinaire, j'ai choisi de vous parler d'un projet qu'on réalise maintenant depuis plus de 5 ans. Donc, c'est un projet qui est régulier pour nous et qui a montré tout son intérêt. Ce projet consiste en fait à proposer à 8 stagiaires tous les 2 mois de réaliser une émission de télé, en fait, sous forme de web TV. Ce sont des stagiaires, en fait, qui jouent le rôle de journalistes amateurs et qui vont reprendre toute l'actualité de l'école sur les 2 derniers mois et la formaliser sous forme d'une émission de radio. Donc, cette émission, elle est réalisée avec un partenaire, Ecovisuel, anciennement Forum TV. C'est un partenaire qui propose un accompagnement de qualité et une pédagogie qui est là aussi, elle, adaptée et qui nous permet d'avoir des productions vraiment très professionnelles pour au final les jeunes. Donc c'est une émission qui dure que 15 minutes, mais elle est réalisée sur plusieurs mois. Elle se base sur 3 étapes. En fait, la première, c'est l'avant-émission où là, nos stagiaires sont journalistes et vont partir à la rencontre de nos partenaires culturels, partenaires entreprises, partenaires sociaux, pour les interviewer, réaliser des reportages, prendre des photos, des vidéos qui vont alimenter en fait notre émission. C'est important pour eux parce que c'est une autre façon d'accrocher les entreprises et les partenaires, puisque en fait, la plupart du temps, nos stagiaires partent découvrir les entreprises au travers de recherches de stages. Et là, en fait, ils vont pouvoir avoir une autre relation avec les entreprises, une relation plus dynamique qui va leur ouvrir aussi même des opportunités le plus souvent par la suite. Donc ça, c'était la phase avant émission de télé. Ensuite, on a une deuxième phase qui est une phase qui se fait avec plus particulièrement là notre partenaire Ecovisuel. Donc c'est la préparation de cette émission qui dure à peu près une semaine et sur laquelle en fait notre partenaire va reprendre les chroniques, répartir en fait ces chroniques le plus souvent en binôme avec les stagiaires et pouvoir bien évidemment travailler avec eux sur comment prioriser les informations, comment mieux communiquer à l'oral, comment gérer mes émotions, en tout cas communiquer un message simple lors de cette émission. Donc c'est vraiment un travail pédagogique qui se met en place et qui va tout à fait dans la même démarche que celle de l'E2C, c'est-à-dire travailler finalement les savoirs de base, la posture, les soft skills, mais d'une autre façon, sans forcément que les stagiaires soient assis sur une chaise pendant 35 heures. Voilà. Donc, bien évidemment, ils utilisent des techniques spécifiques, notamment des mises en situation de production au travers de petits exercices de simulation.
Voilà. Par contre, l'enregistrement, lui, se fait dans un véritable studio d'enregistrement. La dernière étape, c'est la pré-émission la pré-émission, en fait, où là, en fait, toute notre équipe reprend le travail qui a été réalisé et va pouvoir valoriser non seulement au travers de la diffusion de cette vidéo, mais aussi au travers de toutes les compétences qui ont pu être travaillées et réalisées. Donc, c'est vraiment un moment là de grande fierté pour tous parce que certains ont dépassé leur timidité, ont pu gérer un certain nombre d'émotions qui montaient et pour aboutir à un résultat vraiment très concret, une production qui sont aussi en capacité de montrer à leurs amis, à leur famille, à leur entourage. Donc c'est un moment pour nous important. Moi, je dirais que le constat qu'on fait, c'est que au travers de ce projet, c'est que on a pu montrer que certaines productions peuvent être en fait des éléments qui peuvent lever un certain nombre de freins à l'apprentissage classique en fait du français. Et que en fait ça reste aussi un très bon outil pour la gestion des émotions, qui est quand même notre principal souci au niveau des accompagnements de ce type de public-là. Voilà. Donc, en tout cas, ce projet, pour nous, a fait ses preuves. Après, c'est vrai qu'il demande un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Nous, on travaille systématiquement avec des partenaires, surtout des partenaires entreprises. Récemment, ça a été la TAM, mais je pourrais citer Picard, La Poste et j'en passe. Des entreprises donc du coup qui sont valorisées grâce à nos émissions aussi de radio, grâce aux jeunes qui les interviewent, mais sans qui en fait cette émission n'aurait pas du tout le même sens. Vous m'entendez toujours ? On vous entend, Stéphanie, mais là, il faudrait conclure. D'accord. Alors je termine. Et donc du coup, il faut prévoir quand même effectivement au-delà du partenariat, un financement parce que en termes de technique, il est indispensable d'avoir des professionnels qui maîtrisent leur domaine en plus du partenariat et du complément d'intervention qui se fait au sein de l'équipe. Et peut-être juste terminer sur le fait que notre plus grande difficulté à nous, elle n'est pas d'intégrer nos stagiaires en fait sur ces actions parce que en général ils sont partants. C'est plus d'éviter leur désengagement face au trop plein d'émotions que parfois ce type de projet peut susciter. Voilà. Mais passer ce cap en général, il en ressort que de belles réussites. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez vu, il y a deux aspects réellement qui se dégagent dans les témoignages proposés. On a beaucoup parlé de partenariat avec les acteurs économiques et un peu la place de l'entreprise qui est vraiment un acteur essentiel au niveau du parcours, du début jusqu'à la fin du parcours. Et puis, évidemment, un accompagnement qui doit être adapté, renforcé, individualisé tout au long du parcours. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages très riches et qui, je l'espère, vont inspirer les professionnels qui nous écoutent aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la suite avec la conférence d'André Chauvet, donc qui va se présenter, mais qui est consultant et formateur en accompagnement professionnel et qui va focaliser son intervention, on l'a vu, sur les leviers de mobilisation des jeunes éloignés de l'emploi et qui, je crois, va d'ailleurs aussi s'inspirer des témoignages que l'on a entendus aujourd'hui. Donc, André Chauvet, c'est à vous. Oui, merci beaucoup, Lauriane. Est-ce que vous m'entendez tout d'abord? On vous entend très bien. Merci beaucoup. Donc, merci de m'avoir invité tout d'abord. Ravi d'avoir pu écouter ces témoignages, puisque plutôt que présenter un diaporama a priori, je trouvais plus intéressant de s'intéresser à ce que mettent en œuvre la plupart des acteurs sur les territoires et qu'est-ce qu'ils essayent de faire et quelles leçons on peut tirer de tout cela. Donc André Chauvet, je suis consultant, je travaille depuis un certain nombre de décennies autour des questions d'accompagnement et depuis une trentaine d'années autour des problématiques d'engagement
d'invisibilité du public, NIT, invisible, non-recours au droit, enfin toutes ces questions qui sont un peu toujours les mêmes, et que peut-être aujourd'hui on essaye de prendre en compte avec à la fois plus de sérieux et peut-être aussi à la fois avec plus de capacité d'inventivité. Alors, je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, finalement reprendre 3 points. Le premier point, c'est peut-être un préalable à mon intervention, c'est Clément, dans sa première intervention, il a parlé de NIT découragé. Et j'ai trouvé que la formulation a été intéressante, c'est-à-dire qu'au fond, peut-être qu'aujourd'hui, on vit une désynchronisation de la manière dont on pense les politiques publiques et notamment les rapports emploi, orientation, emploi, formation actuellement, et la manière dont le public peut les percevoir et peut les vivre. Et en l'occurrence, le témoignage était tout à fait intéressant là-dessus. Et le deuxième point que je vais essayer d'aborder, c'est peut-être tirer les fils de toutes les présentations qu'on a eu l'occasion d'écouter et peut-être essayer de formaliser quelques principes d'action qui peuvent être très féconds dans une réflexion sur des ingénieries de l'accompagnement pour des publics un peu éloignés de l'emploi. Puis, troisième point, j'essaierai de tracer un petit peu des perspectives sur justement les questions des affiliations, d'invisibilité, de désynchronisation par rapport à la conception de l'action publique elle-même. Alors peut-être sur la question du public dont on parle aujourd'hui, repérer, mobiliser les jeunes éloignés de l'emploi, la présentation qui nous a été faite par Clément sur justement la question des NIT, invisible, là encore la sémantique ne manque pas. Je voudrais juste souligner le fait qu'en France, on a une tendance très nette à caractériser les publics par leur statut. On parle des décrocheurs, on parle des NIT, on parle des invisibles. Quand vous allez dans d'autres pays européens, vous allez au Québec, par exemple, vous êtes très frappé par le fait qu'on ne désigne pas les publics par leurs caractéristiques, mais qu'on s'intéresse au processus. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus s'intéresser au décrochage qu'aux décrocheurs et on va plus s'intéresser au processus d'invisibilité plutôt qu'à la question des invisibles. Je le dis en préambule parce que la question de la considération des personnes non réductibles à la difficulté qu'ils éprouvent est une question d'engagement du public et de mobilisation du public. À partir du moment où les personnes sont réduites à leurs difficultés, et si on considère que notre seul enjeu, c'est de lever les freins qui les concernent, ça veut dire qu'on leur impute en partie la responsabilité de ce qui ne va pas, alors qu'au fond, tout ce qu'on a vu dans ce que vous avez présenté, c'est plutôt l'idée qu'on va essayer de concilier des points de vue différents sur des territoires donnés pour essayer de construire ensemble les solutions les plus adéquates, dans lesquelles, bien sûr, la personne est partie prenante, mais dans lesquelles chacun des acteurs essaye de faire avancer des choses. Alors, juste sur cette question de la désynchronisation, quand on regarde un peu sur les 20 dernières années, la manière dont on a pensé les dispositifs d'action publique, en fait, on voit bien qu'il y a des tensions, il y a une forme de désynchronisation de la manière dont on les a pensés, dans la manière dont le public les a perçus. La première chose qui frappe, c'est la désynchronisation des objectifs. Actuellement, plus que jamais, la question des secteurs intentionnels, de l'accès à l'emploi, etc., sont des convergences de politiques publiques très fortes. On la voit avec l'avènement de France Travail, versus public. On voit bien que les objectifs peuvent ne pas être de même nature, c'est-à-dire que la possibilité d'accéder à un emploi durable sur le territoire lui-même, avec finalement l'accès à un emploi garanti, n'est pas forcément quelque chose qui va être forcément mobilisateur et fédérateur pour le public. Je reviendrai à cette question-là, c'est absolument pas une question de jugement, c'est juste la question de comment finalement le public perçoit la question de l'accès à l'emploi aujourd'hui. Est-ce que au fond le sens qu'on voudrait donner à l'action publique et vouloir lui donner du sens public, est-ce que c'est partagé? Est-ce que du côté du public, et notamment du public jeune, est-ce que ce qu'on propose correspond à un avenir désirable? Je repose cette question-là parce que vous verrez qu'elle va être centrale par rapport à ça. Et quand j'écoute finalement les témoignages, on voit bien qu'il y a quelque chose comme la construction et la co-construction d'un sens dans l'action collective qui va faire émerger finalement la mobilisation du public. Je reviendrai vraiment à la présentation qui a été faite sur Cycle Roche, justement parce qu'il est très symbolique finalement de la manière dont on essaye de focaliser les choses aujourd'hui. Hormis cette question d'objectif, de sens, il y a vraiment la question des modalités. Et je reviendrai un tout petit peu tout à l'heure sur la question de la Web TV, mais on pourrait aussi prendre d'autres exemples, sur la question de l'impact aujourd'hui de la modalité dans la mobilisation du public. Étrangement, on a des dispositifs extrêmement intéressants pédagogiquement et qui ne produisent pas forcément des effets de mobilisation du public,
pour une raison très simple, c'est que la modalité qu'on va proposer, elle est non négociable et elle est prédéterminée avant de discuter avec le public lui-même. Or, ce qui va être très intéressant, c'est de voir que, au fond, il n'y a pas que la question des objectifs qui va être un enjeu, il y a la question de la manière dont on va proposer une rencontre avec le public et d'une certaine façon une expérience à vivre dont on ne peut pas réellement prédéterminer les résultats, mais dont on sait que d'une certaine façon, elle sera en capacité de donner de l'expérience de référence pour le public lui-même. Je reviendrai en illustrant par rapport à tout ce qui a été dit. Quatrième élément de désynchronisation, c'est la question des temporalités. Et dans la question là aussi de la présentation de la Web TV, on voit bien que la question de finalement trouver des activités qui sont mobilisatrices pour le public, on va avoir pas trop de difficultés finalement pour engager le public. On va plutôt avoir une difficulté aujourd'hui pour produire ce qu'on va appeler de la persévérance. Or, historiquement, on a longtemps pensé que si les gens étaient motivés par un but, ils allaient mobiliser l'énergie nécessaire pour atteindre ce but sur des durées importantes. Très clairement aujourd'hui, le rapport aux temporalités et la période Covid a amplifié cet élément-là, raccourci les processus de temporalité et l'engagement des publics, il va être beaucoup plus contingent à la situation, contingent aux options qu'on va lui proposer et finalement il relève plutôt de l'opportunité de la rencontre qu'on va pouvoir produire qui va petit à petit et chemin faisant amener la personne sur un chemin finalement qu'il va s'autoriser à emprunter, mais sur lequel il ne va rester qu'à partir du moment où il y trouve finalement son content. Et cet élément-là, je reviendrai beaucoup sur la question de aller vers, qui me paraît un enjeu tout à fait important. Puis un dernier élément de désynchronisation qui est très frappant quand on regarde l'histoire des dispositifs, c'est qu'au fond, il y a une forme de place attendue du public lui-même, et au fond, aujourd'hui, on peut penser que le public lui-même, il n'a plus du tout envie d'avoir la place qu'on lui confie, c'est-à-dire simplement obéir au processus qu'on a construit pour lui, mais plutôt être partie prenante d'un dispositif dans lequel il a à la fois une voix à faire entendre, une singularité à défendre, et finalement, je le dis souvent de cette manière-là, peut-être que c'est la fin d'une obéissance et d'une soumission, et si on considère qu'on a voulu beaucoup convaincre des personnes de s'engager dans des dispositifs, si effectivement une partie du public s'en affranchit, c'est que peut-être à un moment donné, on a plus essayé de le convaincre, plus qu'essayer de le rencontrer pour essayer de discuter avec lui des modalités qui seraient les plus adéquates. Donc, je vais essayer de reprendre quelques éléments dans un deuxième temps dans tous les témoignages parce que tous ces témoignages-là sont extrêmement riches de choses qui sont possiblement des leviers d'action dans toute ingénierie finalement d'un public éloigné de l'emploi et jeune ou pas jeune, j'aurais tendance à dire la plupart des leviers d'ingénierie que je vais nommer ici sur les processus d'engagement, on les retrouve quasiment sur tous les publics. La première chose, c'est la distinction entre repérage et mobilisation. On pourrait avoir finalement une idée relativement simple, c'est à partir du moment où on a pu repérer les personnes, par exemple qu'on a pu les rencontrer sur le terrain, on a mis en place des capacités à aller vers, aller les rencontrer. Au fond, le plus dur est fait. Il suffit de les convaincre finalement de nous suivre et ils vont nous suivre. Non. Aujourd'hui, on a des dispositifs qui finalement sont encore des dispositifs prescriptifs, mais qui vont produire de l'appétence du côté du public, tout simplement parce que la proposition, la rencontre qui a eu lieu est mobilisatrice pour le public, à la fois dans son contenu, mais dans ce que la personne perçoit de ce que ça peut lui apporter. Et il me semble qu'il faut faire attention à ne pas penser que parce qu'on va aller vers le public, le problème sera réglé. On a aujourd'hui à repenser le contenu des dispositifs, la contribution que peut apporter la personne et peut-être même la lecture qu'on a, la représentation qu'on a de la personne elle-même. Est-ce que la personne finalement est réduite aux difficultés qu'elle rencontre ou est-ce que la personne est possiblement une personne capable avec qui la possibilité de mobiliser finalement des activités dans lesquelles elle peut mettre du sien, dans lesquelles elle peut être reconnue comme un contributeur, dans lesquelles elle peut produire quelque part des œuvres, voilà, une chaîne Twitch, un cycle qu'on a pu souder par exemple et qui produit un objet réel dans lequel on peut avoir la fierté d'y avoir contribué. Il me semble que tout ça, ça va être des éléments clés, c'est-à-dire qu'au fond,
aller vers, c'est se donner la possibilité d'autres modalités de rencontre, mais ça ne résout pas intégralement le problème qui est au fond la question de comment on produit d'autres modalités de rencontre et que ces autres modalités de rencontre permettent à la personne de finalement contribuer, donner du sien et non pas réduit à quelqu'un dont il faudrait lever les freins, mais plutôt quelqu'un en qui on a confiance et qui pourra, d'une certaine façon, révéler des talents parce que les conditions, parce que l'environnement qu'on lui a proposé est propice. Et ce qui est très intéressant dans toutes les présentations qui sont faites ici, c'est qu'il y a une vraie valorisation du contexte et des environnements. Or, ce qui va beaucoup nous frapper dans le public jeune, c'est qu'à partir du moment où quelque part, l'environnement est négociable, où l'environnement, la personne peut prendre sa place, vous modifiez immédiatement la relation qu'il va avoir avec la personne qui l'accompagne ou le dispositif dans lequel il est. Au fond, c'est comme si la délocalisation, l'itinérance, le changement de lieu, d'espace et de modalité permettait à la personne de trouver sa place et quelque part de construire sa place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant dans tous les témoignages. Ça veut dire que cette idée que la personne finalement, ne va pas uniquement chez nous parce qu'elle nous fait confiance dans ce qu'elle nous peut proposer, mais qu'on construit quelque chose avec elle et qu'au fond, on prend en compte sa singularité et ce qu'elle peut nous apporter est quelque chose qui va être tout à fait central. Donc, comment, finalement, et je le dis comme ça, la désaffiliation, l'invisibilité, les phénomènes NIT sont liés à des processus de défiance, c'est-à-dire progressivement s'est installé le sentiment qu'au fond, on ne nous fait pas confiance, ou si on nous fait confiance, c'est notre capacité finalement à acquiescer sur des règles qui sont non négociables. Ce qui est très intéressant dans l'évolution du marché du travail ces derniers mois, c'est qu'on voit clairement que la question des processus de recrutement et des critères finalement de sélection des personnes ont été un petit peu en mouvement, ce qui peut nous amener à penser d'ailleurs que le critère d'employabilité, il est très corrélé avec le marché du travail. Vous êtes très peu employable à un moment donné et beaucoup plus employable à partir du moment où l'entreprise elle-même doit renégocier et doit finalement réagencer sa manière d'intégrer les personnes et peut-être, et Florent en a fait un beau témoignage, par le biais de la FEST, finalement, avoir la capacité de développer des compétences techniques. Et par contre, ce qui va nous intéresser, peut-être, c'est la capacité à mieux maîtriser, à mieux intégrer les codes sociaux par rapport à tout ça. Alors, je voudrais juste reprendre quelques points parce que je les trouve tout à fait intéressants dans ce qui a été proposé. Et peut-être dans l'ordre des choses, dans ce que propose Florent, que je trouve, même dans la sémantique qu'il a utilisée, atelier d'accrochage, l'idée d'accrocher, elle est très intéressante parce qu'elle renvoie à quelque chose qui finalement est la rencontre entre un environnement, une proposition et une personne qui est là où elle en est. Et au fond, ce qui va être central, c'est passer de cette rencontre-là à la capacité à mettre en place un environnement dans lequel la personne peut vivre une expérience. C'est très important de faire la distinction entre vivre une expérience et écouter un discours. Et il me semble aussi, dans ce que dit Florent et qui est tout à fait intéressant dans l'objet et dans finalement les supports sur lesquels il va proposer de travailler, c'est qu'on a non seulement la question des rencontres, il y a la question de l'expérience à vivre, mais il y a la question de produire quelque chose dont on peut être fier. Et l'exemple qu'il a donné est tout à fait intéressant, c'est-à-dire au fond, avoir un produit visible, une réalisation dans laquelle on a pu être maître du sien, est quelque chose qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Je pourrais faire un lien avec multiples travaux qu'on a menés, par exemple, dans des tiers-lieux, dans des Fab Labs, où le simple fait que, dans une logique un peu intergénérationnelle, sur un quartier lui-même, finalement, un certain nombre d'acteurs se mettent à mobiliser leur énergie ensemble pour produire quelque chose qui va être visible, quelle que soit la qualité, la complexité du produit qu'on va rendre, l'idée qu'on puisse mettre du sien dans quelque chose est une idée qui est tout à fait centrale. Donc ça veut dire que quelque part, l'intérêt d'une production, c'est qu'elle est visible et qu'elle permet à l'individu de s'attribuer quelque chose qui relève de quelque chose dont il peut être fier, en sachant que cette expérience-là peut être un sacré levier finalement pour c'est mon collègue Laurent Duclos qui dit pour se lancer à l'assaut du monde, d'une certaine façon, c'est la capacité à trouver de l'énergie pour aller plus loin que là où on était jusqu'à présent. Donc l'idée d'accrocher me paraît tout à fait intéressante dans ce qui a été proposé et on voit bien comment on peut tirer les fils par rapport à cette
discussion-là. Le deuxième élément qui renvoie plutôt à l'expérience des bus que Magali a présenté, que je trouve vraiment très intéressante, c'est l'idée qu'au fond, historiquement, rien n'est négociable, ni le contenu, ni le lieu, ni le bureau, ni la forme, ni la modalité. Ce qui est très intéressant à partir du moment où on va nous-mêmes aller ailleurs, c'est qu'en allant ailleurs, il y a quelque chose qui va pouvoir se construire d'une rencontre, tout simplement, mais d'une rencontre qui n'impose pas le formalisme finalement d'un bureau ou d'une institution pour aller vers quelque chose qui est quelque part un terrain neutre. Or, cette idée est très intéressante parce qu'elle renvoie encore à l'idée que la personne dans un lieu nouveau, qui peut être un bus, mais qui peut être devant le bus, qui peut être les petites tables qu'on a installées juste au moment où on a accueilli ces personnes-là, mais ça peut être discuter le coup devant l'épicière du coin. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va construire une relation différente, on va sortir du bureau et on va vraiment pouvoir prendre en compte les préoccupations de la personne. Et très intéressant aussi, dès qu'on va sortir et qu'on va aller ailleurs, beaucoup travaillé sur le cadre du PIC et sur la question des démarches de aller vers, on voit bien qu'on va non plus essayer de convaincre le jeune de venir dans le dispositif, mais on va essayer de construire avec lui quelque chose qui est plutôt un dialogue, plutôt une délibération, plutôt qu'une stratégie de conviction. Ce qui veut dire que cette démarche proactive, elle a beaucoup d'intérêt parce qu'elle donne la liberté à la personne de venir ou pas. Il y a la possibilité pour le jeune aussi d'être engagé avec la possibilité de revenir en arrière. Vous verrez l'importance dans ce que j'évoquerai tout à l'heure sur le critère de réversibilité. Je veux d'autant plus m'engager que j'ai la possibilité d'essayer et de ne pas m'engager pour la vie. C'est-à-dire j'ai absolument besoin d'avoir des temporalités d'engagement dans lesquelles je peux statuer est-ce que ça me convient. Troisième élément qui est très intéressant, si j'ai le sentiment de pouvoir instaurer un dialogue avec une personne, je peux avoir le sentiment d'avoir mon mot à dire, d'avoir ma touche personnelle à pouvoir mettre là-dedans. Et je ferai le lien avec quand vous travaillez sur un montage, la préparation d'une web TV ou comment vous travaillez sur une chaîne Twitch avec des jeunes, vous êtes fasciné sur leur capacité à avoir de l'initiative, à trouver des idées, à faire des montages, à trouver des photos, à faire des vidéos, à faire des petits trucs sur TikTok. Et on voit bien qu'il y a une forme de jouissance incroyable de pouvoir montrer qu'ils ont des talents qui finalement n'ont jamais été considérés jusqu'à présent. Et trouver finalement des moyens de co-élaborer quelque chose et pas uniquement du soutien du professionnel, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on va co-construire une situation qui nous permet à la fois de co-élaborer des dispositifs et aussi de co-élaborer des décisions dans lesquelles la personne peut être partie prenante. Ce qui suppose, et j'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure si j'ai un tout petit peu le temps, ça veut dire pour le professionnel, ça le réengage aussi sur le fait qu'il ne peut pas être que dans la conviction, que dans l'écoute, mais il est aussi dans la question du partage, ce qui veut dire qu'en termes de posture, il peut avoir lui-même à remettre en cause ses propres plans pour avoir travaillé sur des plateaux de chaîne Twitch ou des plateaux de Web TV. On voit bien que les choses se mettent en discussion, elles sont tout à fait intéressantes par rapport à ça. Autre élément dans ce qui a été évoqué sur la question, on a parlé des open badges, et des systèmes de reconnaissance. Je pense qu'un des éléments de désynchronisation qui est important aujourd'hui, c'est renouer quelque chose comme une confiance qui s'est un peu délitée, qui a été un peu abîmée, un peu endommagée, et peut-être qu'il faut peut-être pas grand-chose pour que cette relation de confiance puisse se retisser. Et la question de passer par le biais de la reconnaissance ouverte, les badges, mais d'autres modalités de reconnaissance ouverte, dans lesquelles l'ensemble des acteurs du territoire peuvent être partie prenante dans un réseau de confiance, notamment les entreprises, nous permettent de sortir des logiques de silos. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des territoires de la reconnaissance, c'est mes collègues de Normandie qui ont développé ça, c'est-à-dire dans lequel tous les acteurs peuvent être partie prenante d'une réflexion sur comment on met en œuvre des systèmes dans lesquels la personne, finalement, au regard des contributions que peuvent être les siennes, peut finalement être reconnue à la fois dans les compétences soft skills que vous avez évoquées, dans les compétences qu'il est capable de mobiliser et auxquelles on donne du crédit et de la reconnaissance, mais aussi reconnue dans sa singularité et finalement de personnes uniques. Et la question de la reconnaissance est très intéressante, c'est-à-dire qu'au fond, elle nous renvoie à la fois au sentiment nécessaire de pouvoir être conforme à des attendus, par exemple du marché du travail,
mais d'être aussi reconnu dans mes différences, dans ce qui fait ma singularité, et que ces différences ne soient pas des obstacles, mais soient considérées plutôt comme des richesses. Quand on travaille sur la question des personnes très vulnérables ou des personnes en situation, personnes en situation de handicap, on voit bien que la question de la reconnaissance de la personne comme capable, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, va être un enjeu d'ingénierie tout à fait crucial. Ce qui m'amène sur les questions de reconnaissance et de badge à immédiatement poser la question de la mobilisation des publics. Elle est aussi liée à notre capacité à déplacer les questions d'accompagnement sur des écosystèmes territoriaux plus larges dans lesquels l'entreprise est partie prenante. Et là encore, je fais référence à l'observation de Florence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une modification, par exemple, du recrutement, parce qu'il y a des tensions pour des entreprises aujourd'hui en recruter des personnes. On voit bien que la question de critères d'employabilité ou de diplôme a priori peut plus être le critère de choix. Par contre, pour l'entreprise, la possibilité de repenser les modalités d'intégration du public et de repenser la modalité dont elle peut être contributrice par la FEST, l'action de formation en situation de travail par exemple, mais par d'autres modalités d'intégration aussi, permettre aux personnes finalement d'expérimenter en situation et d'être reconnues en situation est sans doute un levier tout à fait intéressant. D'ailleurs, la FES donne lieu à beaucoup d'intérêt de notre pays européen qui considèrent que peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant aujourd'hui sur finalement un clivage historique entre diplôme et apprendre sur le tas. Et la FES nous met un processus d'intermédiation dans lequel tous les acteurs peuvent être contributeurs et parties prenantes, quelle que soit la difficulté technique de mise en œuvre. On voit bien que la construction d'écosystèmes dans lesquels les entreprises sont en relation avec les personnes dans lesquelles on essaye conjointement de trouver des solutions adéquates à l'environnement dans lequel on est un enjeu tout à fait crucial. Et puis sur la question de ce lien-là, il me semble que on a des choses qui sont aussi intéressantes et sur lesquelles je pourrais peut-être développer plus si j'avais un peu de temps, mais je ne vais pas le faire. C'est vraiment l'idée de, pour le public jeune en particulier, c'est l'importance de la modalité. C'est-à-dire que la modalité devient un critère d'expérience, c'est-à-dire que si effectivement on lui impose à la fois le contenu, on lui impose le lieu, on lui impose l'horaire et on lui impose la modalité, on a toute une partie du public qui va se désaffilier. Ce qui veut dire que la question de remettre en dialogue le lieu, le contenu, la modalité et le choix possible d'une modalité est un enjeu de la mobilisation des publics. C'est des expériences qu'on a menées, par exemple en mission locale. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues là autour de notre webinaire autour de cette question-là. À partir du moment où vous fixez un rendez-vous dans 3 semaines dans un bureau avec un conseiller, vous allez d'une certaine façon exclure une partie du public. Pourquoi? Parce que la modalité n'est pas négociable et parce qu'il supposerait que la personne est capable d'anticiper 3 semaines avant la réponse qu'on va avoir à lui produire. Or, la modification des rapports aux temporalités fait que d'une certaine façon, c'est plutôt la capacité à trouver un interlocuteur de façon relativement rapide pour quelque chose qui peut être d'ailleurs un dialogue très rapide. Ça peut être un SMS, ça peut être l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Fait que la question de la modalité et la question du multimodalité, on appelle dans notre jargon la comodalité, c'est-à-dire que la prise que peut avoir l'individu sur la modalité qu'on va lui proposer. Dès qu'il y a plusieurs modalités, vous augmentez la proportion de la personne à choisir, et à partir du moment où elle a une modalité qui peut lui convenir, elle va la tester. On peut toujours essayer d'imposer la modalité, mais le risque, c'est que plus on imposera la modalité, plus le risque qu'on court, c'est vraiment le risque qu'on court, c'est qu'effectivement on perde le public parce que d'une certaine façon, il ne se retrouve pas sur une modalité imposée. Et la question des modalités, elle est très en lien avec un autre facteur sur lequel j'évoquerai un petit peu tout à l'heure, c'est la question de est-ce que le jeune est partie prenante? Est-ce qu'on peut construire des processus de coopération? Est-ce qu'il peut donner la parole, mais non seulement participer, non seulement donner son point de vue, mais aussi contribuer en faisant des propositions, etc. Et tout ce que vous avez proposé, il me semble, dans ces dispositifs, s'intéresse vraiment à la question de la possibilité de la personne à co-construire quelque chose avec nous, dans lequel il pourrait y avoir du sens dans un objectif qui peut lui être utile, sans qu'il sache toujours très bien
en quoi il pourrait lui être utile. Et peut-être pour terminer sur la question de ces témoignages, même si j'aurais plein de choses d'autres à compléter, il me semble qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que l'engagement du public n'est pas forcément corrélé aux priorités de la personne et au projet professionnel qui pourrait être le sien. Là aussi, j'aurais vraiment terminé là-dessus, c'est-à-dire qu'on interroge les jeunes aujourd'hui sur les projections temporelles dans lesquelles ils se situent. L'utilisation finalement de verbatim autour du projet professionnel, c'est plutôt quelque chose qu'ils ont intériorisé de ce qu'on leur a proposé. Dans la réalité, les temporalités ne sont pas celles-là. C'est-à-dire je peux parfaitement faire quelque chose dans lequel je m'éclate totalement, dans lequel j'ai vraiment l'impression de donner du sens, de donner ma contribution, sans forcément qu'il y ait toujours de lien à un projet professionnel d'insertion. Et il me semble que cette désynchronisation-là, elle est très intéressante parce que si on veut absolument que tout ce qu'on propose soit en lien avec l'élaboration d'un projet professionnel réaliste et réalisable, on court le risque que finalement, on génère de l'itinérance qui soit jamais utilisée à bon escient pour les personnes et qu'on fait des comparaisons européennes. Par exemple, on est très très frappé sur le fait que on a peu de dispositifs dans d'autres pays européens sur l'élaboration de projets professionnels. On a beaucoup plus de dispositifs sur la mise en place d'expériences dont on pourrait assurer finalement un travail de réflexivité. Et au fond, on pourrait dire aujourd'hui que l'importance de la modalité, l'importance que les personnes soient partie prenante, l'importance de considérer la personne non seulement dans les difficultés qu'elle a, mais dans les ressources qu'elle peut mobiliser, et peut-être la porte ouverte à des nouvelles ingénieries qui peuvent être tout à fait intéressantes. Alors, peut-être pour terminer, parce que le temps passe et je voudrais pouvoir vous laisser la possibilité d'intervenir, il me semble que ça pose aussi la question de la posture du professionnel, peut-être d'un nouveau professionnalisme à imaginer dans les questions d'accompagnement. On est dans quelque chose qui est, et je trouve que les témoignages proposés par Lauriane sont tout à fait intéressants, on a une forme d'hybridation aujourd'hui des activités qui est très intéressante parce qu'elle enrichit, par contre, elle remet la pression sur un professionnalisme particulier qui est la capacité d'hybrider son activité de travail, ça c'est la première chose, et la capacité aussi d'improviser en situation avec le public et de fabriquer avec lui des choses dont on n'est pas absolument sûr que ce qu'on avait prévu à l'origine va se vérifier. Ce qui veut dire qu'il y a une forme de professionnalisme, de l'agilité qui me semble tout à fait intéressante, dans lequel finalement la première préoccupation qui va être la nôtre, c'est non pas ce qu'il faudrait que les gens fassent, mais plutôt quelles sont leurs préoccupations pour qu'on puisse réellement engager un dialogue avec le public pour que ce qu'on lui propose soit enfin synchronisé avec les usages et les préoccupations qui sont les siennes. Alors peut-être juste, et en petit aparté, peut-être soulever des dérives possibles et des risques que je pressens. On a un vrai risque aujourd'hui de faire plus de la même chose. C'est vraiment un risque majeur, c'est-à-dire qu'en fait, puisque les gens ne viennent pas dans le dispositif, on leur met plus la pression. On met plus de conditionnalité dans les dispositifs. On met plus la pression sur les publics eux-mêmes pour remplir les organismes de formation. Et plus on va mettre de la pression, plus on va finalement alimenter cette désynchronisation entre un public finalement qui souhaite être partie prenante et que sa parole puisse être prise en considération et une volonté de l'action publique finalement que les gens se positionnent ou regardent ce qu'on a décidé pour eux. Et il me semble que ce qui va être intéressant, c'est comment on essaye de retrouver, et peut-être que le territoire est le lieu tout à fait propice, des lieux de synchronisation, des lieux d'agencement nouveaux dans lesquels l'ensemble des acteurs essayent de discuter sur la manière de trouver des modalités de dispositifs, d'accompagnement, de réflexion sur l'orientation plus expérientielles, dans lesquels les personnes sont plus partie prenante, dans lesquels les entreprises sont plus partie prenante, dans lesquels finalement la reconnaissance et la confiance sont des éléments clés pour finalement sortir de la préoccupation obsessionnelle des questions d'employabilité pour s'intéresser plutôt à la question de la reconnaissance, de la mobilisation des publics et finalement remettre de la confiance dans des dispositifs qui sont beaucoup fondés sur la défiance aujourd'hui. Et il me semble, et c'est le philosophe Michela Marzano qui dit ça très bien, il a dit la chose suivante: la confiance est une trace d'humanité. Son résultat n'est jamais garanti. Et il me semble qu'on a un risque collectif à prendre qui est tout à fait intéressant, de redonner de la confiance aux professionnels et leur grande capacité d'inventivité. On en a eu les témoignages magnifiques ce matin. Et peut-être regarder et considérer le public, non pas uniquement comme des personnes en difficulté, mais des personnes, si
on leur donne les possibilités d'investir des environnements nouveaux, des activités nouvelles, sont en capacité de développer des ressources qui seront de toute façon très utiles, leur permettront d'une certaine façon de se lancer à l'assaut du monde, sans prédéterminer ce qui serait bon pour eux, mais leur donner l'occasion de vivre de l'expérience qui ont de la valeur pour elles. Merci beaucoup, je vous laisse réagir.